Nous allons plonger dans l'histoire de la Corée, depuis le Moyen-Âge jusqu'à la fin du 19e, mais nous prolongerons aussi au 20e. Il va falloir faire un effort parce que c'est un monde conceptuel, poétique, spirituel, religieux, qui parfois nous semble difficile à comprendre, à appréhender. Mais c'est un monde, en tout cas c'est un sujet qui est tout à fait essentiel et important. Ça participe, je crois, de ce qu'on appelle le décentrement du regard. Vous savez, il faut, ne serait-ce que pour connaître l'histoire de l'Occident, il faut comprendre ce qui s'est passé à des milliers de kilomètres. Et donc, quelquefois, il est absolument absurde d'opposer une histoire mondialisée ou mondialiste à une histoire occidentale. Un décentrement du regard et des savoirs, et donc avec comme fil rouge la langue chinoise classique. Et nous allons en parler avec deux grands spécialistes, deux éminents spécialistes. Isabelle Sanchot, bonjour. Vous êtes historienne au CNRS, directrice du Centre de recherche sur la Corée et le HESS, l'École des études en sciences sociales, et vous consacrez vos recherches sur les lettrés confucéens du royaume de Chosun du XIVe au XIXe siècle. Et vous venez de publier « Confucianisme, la voie coréenne ». Alors, je fais attention à bien prononcer, hein, parce que dans le livre, vous dites quelquefois, il ne faut pas dire confusionnisme, il faut dire confucianisme. Voilà. Et donc, c'est aux éditions Atelier des Cahiers, collection Essais. Yannick Brunton, bonjour. Vous êtes professeur à l'Université Paris-Cité, directeur d'études dans la section des sciences religieuses de l'École pratique des hautes études en bouddhisme coréen, et également traducteur, comme on va le voir avec ce livre que vous avez traduit. Et vous êtes également l'auteur de ce manuel, voilà, grand manuel de chinois classique, Han Mun, chez Armand Collin, donc c'est sorti cette année, hein, je crois. Et donc c'est la Bible de vos étudiants. Oui. Alors, dans cette période médiévale, on va commencer par ordre chronologique, cette période médiévale de la dynastie coréenne de Koryo, donc de 918 à 1392, la religion officielle, c'est le bouddhisme, qui apparaît comme protectrice de l'État. Oui, j'espère que vous entendez bien. Oui, c'est la religion d'État et le bouddhisme, mais on peut dire que dans ces aspects religieux, le confucianisme est aussi déjà, oui, est aussi une forme de culte et une forme de religion. Donc, on est plus sur le mode de la coexistence, et une coexistence qui partage justement le chinois classique comme langue liturgique. Donc, il y a des unités, on va dire, d'acteurs, il peut y avoir des unités de lieux et des unités de fonctions. L'État demande a une attente vis-à-vis des cultes en matière de bouddhisme, une forme de rétribution du mérite. Donc, à travers ces cultes, que l'État peut même commanditer pour sa propre sécurité, sa propre stabilité, il y a une attente, en réalité, d'une forme de rétribution. Voilà, donc il y a une forme, alors pour le dire de manière un petit peu rapide, il y a une forme d'instrumentalisation du religieux par le politique. Il y avait un revenir là-dessus ? Non. il y a un bouddhisme coréen, un bouddhisme chinois et un bouddhisme japonais aussi. Quelle est la différence entre les trois? Ou est-ce qu'il y a une unité intellectuelle et conceptuelle? Il y a une unité doctrinale, il y a une certaine unité de référence au texte, justement grâce à cette langue de traduction qu'a été le chinois classique et qui a permis une diffusion à l'échelle de toute l'Asie orientale. Il y a des diversités d'adaptation, de préoccupations, d'usages qui font qu'il y a des différences finalement dans le fait de favoriser telle ou telle école, telle ou telle lignée spirituelle, souvent en lien avec le politique. C'était en fonction des monastères
Alors au Japon, par exemple, on a une culture monastique très centrée sur des monastères en particulier. En Corée, les liens très forts entre bouddhisme et État ont fait qu'il y a eu une fonctionnalisation et une institutionnalisation du bouddhisme telle que les liens avec l'État étaient vraiment quasi indissolubles. C'est bien qu'à chaque fois quand l'État était profondément réformé, ça a eu des retentissements évidemment sur le bouddhisme. Alors, dans une revue savante, il y a quelques années, en fait, puisque c'était un bulletin de l'École française d'Extrême-Orient en 2005, vous écriviez ceci: l'intégration dans l'administration de Koryo de structures d'origine bouddhique signifie que les modes d'organisation du monde monastique ont pu influer sur la structuration de l'État, notamment dans les domaines économiques et politiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est sur quel principe religieux on pouvait considérer qu'ils étaient aptes à diriger l'État et à être conseillers. Est-ce qu'ils s'occupaient de domaines économiques? Alors, les souverains du Koryo se faisaient disciples de maîtres bouddhistes. C'est-à-dire qu'ils avaient ce qu'on appelait des maîtres du roi et des maîtres de l'État qui montraient, qui symbolisaient à la fois une forme d'alliance et de coopération entre politique et bouddhisme, et puis une forme, on pourrait dire, d'allégeance, finalement. Une forme d'allégeance des souverains vis-à-vis de l'autorité spirituelle des bouddhistes. Mais il n'y avait aucune forme de laïcité, alors, pour un terme qui ne convient pas du tout à la période. Non, il n'y avait pas vraiment de concept de laïcité, mais il n'empêche que l'État a toujours voulu contrôler en réalité les institutions de type religieux. Donc voilà, tout à l'heure donc, je vous disais que le bouddhisme était très fonctionnalisé. D'une autre façon, on peut dire qu'il était très contrôlé par l'État. Donc voilà, c'est un jeu assez subtil finalement. Dans d'autres civilisations, dans d'autres pays bouddhiques, les souverains ont voulu à certains moments se placer au-dessus du clergé bouddhique. Enfin voilà, ça s'est généralement pas bien passé. Voilà. Et on peut dire que c'est ce modus vivendi finalement assez original qui a permis aussi au régime politique de se maintenir pendant presque un demi-millénaire. Mais les conseillers bouddhiques, ils intervenaient donc dans certains domaines économiques, par exemple, mais pas dans d'autres comme le gouvernement militaire, parce que c'est une période où il y a eu des invasions mongoles aussi. Alors, vous posez des questions, là on rentre. Alors, du point de vue économique, le modèle, on va dire, alors peut-être que ma collègue rebondira sur ce que je dis, mais disons, le modèle économique, on va dire, idéalisé, confucianiste, inspiré du Mencius, d'un ouvrage canonique, un des 13 ouvrages canoniques du Mencius, du confucianisme, est un modèle qui s'appuie sur une conception fixe, stable, agricole, foncière de l'économie. Alors que la culture bouddhique, elle a été une culture qui a favorisé les échanges, la circulation, l'usage de la monnaie, les associations locales, et même, je dirais même, des pratiques pré-capitalistes, qu'on pourrait qualifier de pré-capitalistes, comme le prêt à intérêt. Voilà, donc il y a eu pour la bonne cause, il y a eu des échanges d'influence sur des modes d'organisation inspirés de la culture bouddhique, notamment des Tang, de l'époque des Tang. Et puis, sur le point de vue militaire, contrairement à ce qu'on pourrait croire, eh bien, cette idéologie du bouddhisme protecteur de l'État a eu des applications dans le domaine militaire. C'est-à-dire que les bouddhistes, alors à différents degrés, ont participé à l'effort militaire de défense du pays. Et ce, depuis la période des Trois Royaumes, on va dire au IXe siècle, un grand maître bouddhiste du Shilla disait que le cinquième des préceptes des fidèles bouddhistes était de ne pas reculer au combat. Parmi les 5 préceptes de base des fidèles bouddhistes. Ça dit des choses. C'est une question qu'on peut se poser. De quelles sources vous disposez pour étudier cette période?
On dispose de sources qui ont été beaucoup détruites. Ce qui reste, sans doute, peut-être, il reste 10%, peut-être 10%. Oui, peut-être de cet ordre-là. Alors, ce qu'il reste, ce sont des sources qui ont pu être recomposées par la suite, notamment les sources historiques, généralement recomposées, les histoires dynastiques officielles, recomposées au XVe siècle, mais sur des sources primaires donc de l'époque. Donc, il y a des sources, beaucoup de sources épigraphiques, des inscriptions sur stèles, inscriptions sur des types épitaphes. On a très peu de manuscrits. On peut avoir des manuscrits sous forme de textes liturgiques, des copies de sutras et autres. On a l'influence des pratiques chinoises de ce qu'on appelle les recueils d'œuvres de lettrés. Voilà, en fait, on collecte pour un individu ou un groupe de personnes, on collecte tous les textes et on les présente sous une forme très codifiée qui correspond au genre littéraire, c'est-à-dire à la codification de tous les domaines de la culture écrite. Donc on a des textes. Alors ce qui est assez difficile pour l'étude du bouddhisme en Corée, c'est que on a des textes de l'époque qui sont plutôt donc dans une optique de glorification du bouddhisme d'État, puisque en glorifiant le bouddhisme d'État, on glorifie la dynastie finalement, puisque le bouddhisme sert à renforcer la dynastie. Et on a des sources postérieures à cette période où l'idéologie dominante, politique dominante étant passée du côté néo-confucéen, on a des textes de dénigrement du bouddhisme. Donc il faut faire la part des choses entre des textes qui glorifient le bouddhisme et des textes qui dénigrent le bouddhisme. Il faut trouver une espèce de voie raisonnée et interpréter les textes en tenant compte de ces différents aspects idéologiques. Oui, je vous posais cette question parce que Barbara Cassin, qui avait étudié les présocratiques, m'avait expliqué qu'il y avait très peu de sources originales, mais qu'on les connaissait par les commentaires qui avaient été faits ultérieurement de ces sources originales qui avaient disparu. Alors, c'est pas tellement sur le mode du commentaire que les sources sont conservées, c'est plus, sur le mode de la reprise, si j'utilise un terme moderne, du formatage, justement, en fonction des genres littéraires. C'est-à-dire, on peut tout à fait avoir des sources qui sont écrites dans un genre particulier ou sur un type de support et qui sont réemployées dans un genre littéraire qui a sa propre codification par ailleurs, qui peut être un peu différente. Par exemple, le genre biographique a tout un tas de déclinaisons possibles dans la tradition d'Asie orientale, et en chinois classique. Et le chinois classique va durer jusqu'à... Il continue. Le chinois classique, vous pouvez écrire votre journal intime en chinois classique si vous connaissez cette langue. Je vais la connaître avec votre livre déjà. Ouais. Alors le chinois classique a connu un grand déclassement. Qui dit chinois classique dit langue normative. Qui dit langue normative dit langue liée au pouvoir. Et donc en fait, là aussi, je vais être très schématique. Le chinois classique a été très souvent associé à la langue de l'Empire, à la langue de l'Empire en tant que langue politique, même si les champs couverts par les usages de cette langue sont très larges. Quand l'Empire chinois décline au XIXe siècle, avec les guerres de l'opium, etc., c'est toute cette langue en fait qui est déclassée politiquement. Et donc, les Coréens vont décider qu'à la fin du XIXe, sous l'influence de différentes idéologies, notamment l'influence japonaise, on décide que le chinois classique ne sera plus langue officielle. Et donc, en cascade, ça veut dire réforme de l'État, réforme de la formation des fonctionnaires, réforme des méthodes d'enseignement, réforme de toutes les institutions qui sont liées à cette transmission, à ces pratiques, à ces usages politiques du chinois classique. Et ce qui fait que maintenant, le chinois classique en Corée, c'est ce qu'on appelle une langue de culture, c'est-à-dire une langue qui est prestigieuse, une langue qui a véhiculé des savoirs, mais qui est déconnectée du politique. Alors, à partir du XIVe siècle,
le néo-confucianisme, hein, j'ai pas fait le lapsus attendu, le néo-confucianisme développe une idéologie anti-bouddhique. Comment on peut l'expliquer, ça? Oui, pardon, excusez-moi, j'ai un lion dans la gorge, c'est même pas un chat, mais... donc mon collègue Yannick Bonneton vous a parlé de la période du Koryo, donc jusqu'au XIVe siècle. Donc moi, je suis plutôt spécialiste de la période qui suit, qui dure 6 siècles, du fin du XIVe jusqu'au début du XXe siècle. Donc c'est une période énorme qui, en gros, pour les Coréens aujourd'hui, c'est le passé. Quand on parle du passé coréen, c'est souvent le Joseon. Donc c'est ma période et c'est ce qu'on appelle un état, disons, dont l'idéologie est confucianiste. Enfin, c'est très schématique aussi, c'est-à-dire que Koryo serait bouddhiste et Joseon confucianiste. Donc ça, c'était juste pour préciser. Alors anti-bouddhiste, oui, mais ça s'explique pas uniquement pour des raisons strictement idéologiques. C'est-à-dire que le confucianisme existait déjà sous les dynasties précédentes, puisque c'est lié finalement aux institutions des royaumes coréens, enfin toutes les formations étatiques des royaumes coréens. Mais il y a un changement de paradigme qui se produit autour du XIIIe, XIVe siècle, dans un contexte historique fait de guerre, d'invasion, où finalement l'importation de ce qu'on appelle le néo-confucianisme est un moyen idoine trouvé par les fonctionnaires en fait et les lettrés coréens du Koryo de réformer l'État, l'organisation sociale pour simplement faire durer le royaume. Parce que le royaume aurait pu disparaître. Vous savez que la Corée du Koryo a été sous tutelle mongole, enfin de l'empire mongol. Et donc il y a des questions de survie, tout simplement, territoriale, étatique. Et le confucianisme ou le néo-confucianisme était considéré comme le cadre efficace. Et c'est paradoxal parce que finalement c'est le confucianisme ou ce qu'on appelle le néo-confucianisme tel qu'il a été développé chez les Mongols, enfin, sous la dynastie en Chine des Mongols, qui est adopté en Corée du Koryo et va entraîner une sorte de changement dynastique. Et la dimension anti-bouddhique s'explique bien sûr un peu idéologiquement, puisqu'on attribue au bouddhisme finalement les critiques qu'on adresse souvent à la religion quand elle flirte trop avec l'État, c'est les critiques traditionnelles. Mais au-delà de ça, je vous ai dit, c'est la survie d'un royaume, la centralisation et finalement de mettre en place un système fondé sur l'équilibre du pouvoir entre la royauté et un corps aristocratique qui est obligé de se mouler dans la fonction publique, en fait. C'est des lettrés fonctionnaires. Donc c'est une façon de domestiquer l'aristocratie et de l'empêcher d'aller dans des domaines qui pourraient empiéter sur les prérogatives de l'État et de la royauté. Donc il y a le domaine militaire, le religieux et l'économique, justement. Donc avec l'instauration d'un royaume clairement inspiré par le confucianisme, s'en suivent une série de mesures, mais au début, disons, l'attitude hostile au bouddhisme est liée à des critiques économiques, parce que quand même le pays, le royaume est un peu dévasté, il y a peu de moyens. La royauté doit être restaurée, on a besoin d'aller chercher de l'argent, des fonds, des talents. Donc cette dimension est très importante parce que on met toujours en avant l'aspect simplement idéologique en disant le confucianisme est intolérant par rapport au bouddhisme, etc. Mais si on replace les choses dans leur contexte de cette fin du XIVe siècle ou du XIVe siècle, c'est plus facile de comprendre les mesures qui sont prises, et en particulier par des souverains qui sont à poigne, j'ai envie de dire. C'est les premiers souverains du Joseon sont des grands monarques à tendance autocrate. Et c'est eux qui prennent un peu ces mesures en s'appuyant sur des principes du confucianisme défendus
par les lettrés aristocrates. Alors, le confucianisme, dans votre livre, vous le définissez comme un délicat millefeuille. Oui, oui, ça m'est venu comme ça quand j'écrivais de manière un peu enfiévrée mon introduction, parce que j'étais très très en retard pour rendre le livre. Et c'est l'image qui m'est venue, dans le sens où, comme je dis, le millefeuille, pour le déguster, on est obligé de l'écraser. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de couches, mais ce livre, comme je l'ai thématisé, il est découpé en 30 chapitres. C'est une façon d'aborder la question du confucianisme dans un contexte coréen. Et j'ai parlé de millefeuille parce qu'il fallait que j'explique chacune des couches. Chaque feuille de feuilleté, en fait. Donc le domaine économique, le domaine institutionnel, le domaine littéraire. Enfin, il fallait déplier beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je dis que le confucianisme est quelque chose... C'est une sorte d'ovni. C'est un objet difficile. On demande toujours, est-ce que c'est une religion, est-ce que c'est une tradition, est-ce que c'est une idéologie, une philosophie, une sagesse. Bon, c'est tout en même temps, mais tout n'est pas dans tout. Enfin, donc finalement, c'est pour ça que j'avais pris le millefeuille ou le sac de nœuds. Alors c'est moins élégant, mais c'est un peu cette idée que on peut penser ce qu'on désigne par ce mot, un mot valise finalement, mais voilà, c'était un peu l'idée du millefeuille. Non, mais l'idée du millefeuille est bien parce que c'est très nourrissant comme condiment. Oui, c'est roboratif. Alors, vous dites que effectivement vous êtes spécialiste de la période du Shōzun, donc 1392-1897. Donc c'est une période qui va durer sur plusieurs siècles. Oui, 6. Pas moins de 6. Et finalement, bon, là, on vous présente une rupture un peu nette entre le Koryo et le Joseon, mais on pourrait presque voir l'histoire de Corée sur un millénaire où finalement bouddhisme et confucianisme coexistent. Alors, il y a une note plus forte bouddhique sur le Koryo, mais il y a le bouddhisme ne disparaît pas sous la dynastie qui me préoccupe, mais finalement c'est une stabilité d'un royaume unifié sur 1000 ans. Et pour expliquer ça, le royaume du Joseon dure 6 siècles, ce qui est avec une dynastie régnante ininterrompue, pardon. Et c'est un phénomène assez remarquable en fait, dans l'histoire mondiale, en raison justement de la situation géographique de la Corée, qui est aussi un royaume relativement pauvre, en dépit de ressources importantes, mais sa situation fait qu'il y a toujours une sorte de menace sur sa survie, mais ça a survécu. Et une des raisons, enfin je suis pas la seule à avoir cet argument, c'est ce ciment, cette construction fondée partiellement sur le confucianisme, mais pas uniquement là-dessus. Mais ça, c'est une autre question. Sur le plan religieux, vous dégagez un certain nombre de préceptes religieux du confucianisme. Il y a l'effort moral, le travail permanent, l'entraînement, l'exigence, l'éducation, le perfectionnement. Ça participe aussi du travail politique. Alors, comment vous répondre là-dessus ? Alors, dans la rhétorique confucéenne, oui. Alors, je ne qualifierais pas forcément de religieux, mais en tout cas, il y a un travail éthique qui est attendu des individus et après collectivement. Après, dans les pratiques, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, il y a cette idée de partager commune, qu'il faut travailler sur soi pour pouvoir travailler pour la société, encore pour le royaume. Avec le bémol qui est quand même que toute ce cadre normatif et idéologique s'adresse en particulier dans sa dimension, sa déclinaison de recherche éthique
à une minorité de la population, donc à savoir ces aristocrates, en fait, ces Yangban. C'est parce que la société coréenne est une société presque d'ordre, pas de caste, mais en fait avec de l'esclavage, une aristocratie importante qui se transmet héréditairement. Donc, si on a cette idée-là, en fait, toute cette idéologie, ce travail moral, et s'adresse, en tout cas, c'est un devoir de cette classe particulière de la société, dont sont exclus, bien sûr, les femmes, les dépendants ou les autres catégories. J'allais vous poser une question sur les femmes, justement. Dans les poèmes que vous avez traduits, il y a une femme, hein, il me semble. Non, il n'y a pas de femme. Non, il n'y a pas de femme. Ah bah, je l'ai rêvé, alors. Oui, oui. Il n'y a que des hommes. Oui, oui. Et là, oui, on parle on parle des conseillers, on parle des puissants, mais les femmes, elles sont invisibilisées totalement. Oui, mais là, sur la question des femmes, j'ai une position pas très... Sachant que, encore une fois, il ne faut pas jeter par anachronisme un regard d'aujourd'hui sur des sociétés anciennes. Oui, déjà d'une part, mais tout à l'heure vous avez posé la question à Yannick Bonneton sur les sources, et je pense que ça c'est vraiment très important à comprendre. C'est que pour parler de l'histoire avant le XXe siècle de la Corée, les sources, bon, une partie ont été détruites, hein, enfin, donc déjà sur les périodes très anciennes, mais au XVIe siècle, lors des invasions japonaises puis mandchoues, il y a eu quand même des destructions de tout ce qui a été produit dans les siècles précédents, donc c'est parcellaire. Et la question principale, c'est que ce sont pas des archives. Dans le sens où, quand nous, on fait de l'histoire prémoderne, on pense à des manuscrits, on pense à cette dimension un peu matérielle des sources, les pépites de l'historien. Mais dans le cadre de la Corée, on a surtout massivement des sources qui sont éditées, compilées, imprimées. Il y a un travail qui a été fait. Et on n'a pas les manuscrits, quasiment pas. Donc c'est une histoire contrôlée, c'est une littérature aussi éditée. Donc ça c'est vraiment important parce que l'histoire qu'on produit sur cette période se fonde sur ces matériaux qui ont une intention et qui sont le fruit de plusieurs siècles souvent de travail éditorial. Et ça impose une lecture, et ce qui fait que, pour répondre à votre question, les femmes, bien entendu, n'ont pas, disons, la voix principale. On en parle, mais de la même façon il y a beaucoup de sujets qui sont pas traités en fait, parce que cette écriture-là, elle est destinée à deux choses, à l'histoire, enfin à léguer un récit sur l'histoire, et à célébrer l'État et la communauté des lettrés. Donc les femmes sont exclues comme d'autres segments de la population, mais après elles existent. Et oui, les considérations qu'on peut avoir sur femmes et confucianisme sur la Corée du Joseon, si on tient compte de ces limites dont je vous parlais des sources, il y a toujours un facteur parce qu'on va citer par exemple les préceptes moraux du confucianisme, la distinction homme-femme, etc. Mais il y a la dimension économique quand même, parce que je vous disais, le royaume coréen était relativement pauvre, les conditions sanitaires pauvres aussi. Et quand on regarde à l'échelle d'une histoire mondiale, en général, le traitement réservé aux femmes dans des sociétés avec des ressources peu abondantes et des conditions sanitaires pas très abondantes non plus, sont communes et universelles. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire, c'est pas la peine d'aller chercher le confucianisme pour expliquer
le fait que les femmes étaient souvent cantonnées à leur rôle de contribution économique à la société, la reproduction avec des taux de mortalité extrêmement importants, etc. Donc voilà, la dimension économique doit toujours être rappelée, il me semble, quand on veut réfléchir à ces questions de femmes et idéologie sur des périodes passées. Et pour la connaissance de cette période, ou voire de la période précédente, est-ce que les progrès de l'archéologie, par exemple, ont pu apporter des connaissances supplémentaires? Alors, les sources matérielles, c'est un autre problème. C'est-à-dire que l'archéologie coréenne, disons que démarre un peu à l'époque coloniale. Donc c'est quand même entrepris avec dans une perspective colonialiste, coloniale, d'écriture de l'histoire de la Corée par les colons japonais. Et ensuite, par exemple, même aujourd'hui, je sais que les pratiques archéologiques en Corée du Sud, c'est quelque chose d'assez compliqué parce que le rapport à la civilisation matérielle n'est pas exactement la même que celle qu'on peut avoir ici. Et si un chantier, on estime qu'il n'y a pas de valeur, ou alors oui, c'est-à-dire que c'est pas forcément de garder toutes les traces matérielles, mais seulement celles qui valent le coup. C'est-à-dire que même dans la ville de Séoul, de temps en temps, il y a des endroits qui sont fouillés, mais on referme très vite et on construit dessus parce que c'est pas intéressant, parce que ça concerne les années 1920 ou 30, et puis donc l'archéologie préventive n'est pas particulièrement... c'est censé, mais oui. C'est très voilà, puisque c'est pas c'est pas une priorité. Et l'iconographie, il y a des sources iconographiques? Sur quelle période en fait? Sur la vôtre, par exemple. Oui, disons qu'il y a une production artistique et iconographique, mais quand vous voyez que la plupart des palais sont reconstruits, les académies confucéennes sont à moitié reconstruites, les temples, enfin, disons que le rapport à la matérialité est un peu différent. Donc il y a des photos, notamment de l'époque coloniale, de la fin du Joseon, oui. Et quelle a été la place du confucianisme quand le pays a été colonisé par le Japon? Est-ce que ça a été effacé? Est-ce que ça a été récupéré? Est-ce que ça a été adapté? Alors ça a été une saga pas possible. C'est-à-dire qu'on peut dire que c'était une success story pendant 6 siècles. Enfin, ça dépend du point de vue des acteurs, mais oui. En fait, pour être vraiment très très simpliste et schématique, c'est lorsque la Corée donc est colonisée par le Japon. Une des justifications de la colonisation est de dire que la Corée est arriérée et est une sorte de satellite de la civilisation chinoise. Donc c'est ce qui s'appelait la sphère de civilisation chinoise, et c'est intéressant, c'est aussi sinographique. Donc c'était de dire qu'il y a une ère civilisationnelle dont le Japon ne ferait pas partie, et la Corée est une sorte de petite excroissance, même la péninsule finalement, d'un ensemble chinois. Et la Chine comme la Corée ont été intoxiquées par le confucianisme, et ça expliquerait le retard dans l'entrée dans la modernité, le fait qu'il n'y ait pas eu d'industrialisation, enfin bon, tout ce discours de dire que le Japon, lui, a su prendre le train de la modernité, la Chine et la Corée sont à la ramasse parce qu'ils radotent des choses qui viennent du confucianisme. Donc pour les Coréens, c'était une double peine, c'est-à-dire que non seulement ils perdent leur souveraineté, ils avaient réussi à maintenir pendant un millénaire, et on leur dit que voilà, ils sont une sorte de sous-Chine, alors que tout le Joseon est fondé sur des rapports rituels extrêmement complexes avec les Ming et les Qing pour conserver un statut rituel, un statut indépendant de la Chine. Donc c'est un double camouflet.
Et le confucianisme, à ce moment-là, est rejeté par une partie des intellectuels coréens, par les Japonais aussi, mais ensuite ça revient, mais par le biais religieux, justement. Le confucianisme devient une religion, au sens où on l'entendait au début du XXe siècle, au sens japonais, et soit on exotise les pratiques coréennes, confucéennes, qui diffèrent par exemple de celles du Japon, et les pratiques rituelles, spirituelles sont rapportées à une sorte de fond religieux, asiatique, etc. Mais le confucianisme est inférieur au bouddhisme dans le prisme colonial, et voilà, le confucianisme coréen devient quelque chose d'autre. Et puisqu'il n'y a plus le socle institutionnel et étatique, il est relégué finalement dans des associations. Vous savez, à cette époque-là, il y a beaucoup de sociétés savantes, associations, etc. Et une partie vont se compromettre, disons, avec une sorte de collaboration avec le colon. Et voilà, c'est un peu compliqué cette période-là, et c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, mais en tout cas il y a une mutation profonde puisque il y a une perte de la nature du confucianisme coréen jusqu'à la fin du XXe siècle, qui est d'être lié consubstantiellement à l'État et à la structuration sociale fondée sur cette aristocratie. Mais l'historiographie japonaise a été véritablement impérialiste sur l'histoire de la Corée. Oui, et le problème, c'est que ça a aussi été intériorisé par les intellectuels coréens. Et aujourd'hui aussi, il y a encore un peu des effets. Enfin bon, là, ça serait vraiment compliqué de rentrer dedans, mais oui, cette empreinte-là, elle est très forte. Et même aujourd'hui, dans les débats, vous savez, qui peuvent agiter les réseaux sociaux sur les emprunts mutuels. Alors, est-ce que c'est chinois, coréen, le nouvel an, on dit nouvel an chinois classique, il faut pas, le hanbok, c'est du hanfu chinois. Bon, les sortes d'invectives mutuelles, ça a aussi exacerbé la problématique de l'identité culturelle et voire du nationalisme au XXe siècle en Corée. Finalement cette histoire et ce discours colonial sur son passé, qui est donc lié au confucianisme, comme je vous le disais, puisque c'est les 6 derniers siècles. C'est le passé le plus récent. C'est plus récent que celui de Yannick Brunto. Oui. Et est-ce que la société japonaise aujourd'hui présente un intérêt, pour ces périodes anciennes, justement? Parce que j'avais lu, et on en parlait tout à l'heure, la société sud-coréenne, en tout cas, a beaucoup d'appétit pour l'histoire. Il y a beaucoup de films, de téléfilms, etc., etc. Mais est-ce que ça va jusqu'à... Ça a quelle fonction? C'est pour réintégrer de l'histoire à la Corée, ou c'est simplement pour faire du divertissement? Est-ce qu'il y a un véritable intérêt de retrouver ces sources? Alors, l'histoire en soi, c'est une grande passion coréenne, comme en France aussi. Mais c'est pas toujours le cas sur les pays. Mais oui, l'histoire et la façon d'écrire l'histoire et de l'interpréter est très, très, très importante. Et toutes ces productions dont vous parlez, qui sont, peut-être que vous êtes consommateur, soit de films, soit de séries, etc., qui traitent beaucoup d'histoire aussi. Bien sûr, il y a un intérêt économique. Enfin, c'est le fameux soft power sud-coréen, le sweet power, parce que. Il y a les controverses avec la Chine et le Japon sur des questions territoriales aussi, sur les anciens royaumes supposés, etc. Donc l'histoire est une passion collective et les débats sont menés aussi bien au niveau de l'État sud-coréen que de la société civile et oui, l'histoire est extrêmement présente dans la littérature, dans les productions culturelles, audiovisuelles aussi.
Et oui, il y a... Oui, parce que c'est toujours à double tangent. Hein. L'histoire, un pays comme la France aime beaucoup l'histoire, mais on a assisté ces derniers temps à des reconstitutions, à des réécritures, à des amalgames. Et le travail des historiens, c'est à la fois de chercher, de découvrir, mais c'est toujours de revenir, j'allais dire, aux fondamentaux et de rappeler la réalité de l'histoire, et non pour combattre justement la réécriture et les interprétations falsificatrices. Ah, surtout, j'ai peut-être juste une petite remarque. Alors effectivement, en Corée du Sud aussi, il y a beaucoup de falsifications, même de réécriture complète, assumée. Bon, mais moi j'y vois plutôt un phénomène assez intéressant, c'est qu'après des décennies de positionnement un peu complexé, j'ai envie de dire, donc maintenant que les Sud-Coréens sont riches, qu'ils ont accompli leur miracle économique au prix de sacrifices colossaux, hein. Enfin, je suis pas en train de porter un jugement de valeur là-dessus. Ce que je trouve intéressant, c'est que par rapport à il y a 20 ou 30 ans, les Coréens sont beaucoup plus demandeurs de culture nationale ou traditionnelle, réinventée, repackagée, mais c'est pas grave. Il y a une forme de fierté qui était pas là avant, qui était un peu bon, et c'est intéressant parce que ça donne lieu à une créativité littéraire, artistique, cinématographique qui est très intéressante. Voilà, donc oui, des fois on falsifie, mais quand c'est pour réfléchir, c'est peut-être pas si mauvais que ça. En tout cas, ce qu'il faut lire aussi, c'est ce livre. Alors, Yannick Bonneton, vous allez nous en parler. Donc, il y a j'ai noté, il y a 37 auteurs, je ne sais plus, je l'ai noté, sur plusieurs siècles. Et donc, vous avez assuré la traduction avec à chaque fois une biographie commentée, explicative des auteurs. Et c'est alors je disais tout à l'heure, c'est un gros mot probablement que vous allez trouver, mais on a l'impression de lire de l'écriture surréaliste. Tellement c'est à la fois c'est magnifique, et il y a des poèmes qui portent sur l'apprentissage de la mort. Hein, ils apprennent à se préparer à la mort. En même temps, ils sont extrêmement attentifs à la neige, à la montagne, au climat, au coucou. Hein, et c'est vraiment magnifique. Vous pouvez nous en parler mieux que je ne le fais? Alors, c'est une anthologie donc de poèmes bouddhiques d'une certaine école, qui est celle de l'ordre Chogyé, qui est l'équivalent du Chan ou du Zen en Chine et au Japon, qui est une anthologie faite par un religieux contemporain qui a mis en valeur les grandes figures de sa lignée spirituelle et qui a fait des commentaires contemporains qui sont absolument pas académiques, dans un cadre plutôt, on va dire, plutôt religieux. C'est-à-dire qu'on a un commentaire qui reprend des éléments d'un poème et qui développe de manière totalement subjective ces éléments. Et je dirais que c'est une façon comme une autre littéraire d'entrer dans ce monde du bouddhisme coréen contemporain, finalement, avec en perspective aussi cette grande tradition. Alors, il s'agit de poèmes qui ont repris énormément de formes profanes de la poésie classique en chinois classique. Justement, ce sont des poèmes en chinois classique, de telle sorte que parfois le religieux et le profane s'imbriquent. Ce que j'ai, disons que par rapport à l'œuvre originale, j'ai ajouté tout un apparat critique et un certain nombre d'annexes pour essayer de comprendre finalement, de contextualiser ces différents poèmes et puis de comprendre ce qu'est cette poésie. C'est-à-dire comprendre à quel moment d'un itinéraire religieux, par exemple, cette poésie se situe, quel est son rapport avec la poésie profane, quel est son rapport avec les critères littéraires de la poésie en chinois classique telle qu'elle s'est développée dans les mondes lettrés. Voilà, c'est un peu ça que j'ai essayé de faire. Et puis, ce qui me paraissait très important par rapport au caractère que vous appelez surréaliste,
c'est une poésie très codifiée du point de vue symbolique. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une première grille de lecture, on va dire, du symbolisme coréen, qui est finalement une culture partagée bouddhique au sens large, déjà, vous ne pouvez pas franchir le premier niveau de compréhension de ce qu'il faut comprendre entre les lignes. Et donc, on peut se sentir très rapidement exclu au premier abord parce qu'on a un monde symbolique, un ensemble de métaphores qui sont impénétrables parce qu'on n'a pas les clés, en fait. Alors, ensuite, il y a plusieurs autres niveaux. Il peut y avoir un niveau spirituel, puisque parfois les poèmes ont pu être aussi des supports de méditation. Mais disons, essayez déjà de rentrer dans une interprétation au moins symbolique des poèmes pour au moins comprendre de quoi il s'agit. Mais exclu ou enchanté aussi. Le vent agite tristement les pins. Les pierres chutent dans l'eau morte. Un reste de lune éclaire encore. Clair, le chant du coucou dans la montagne. J'aime beaucoup le coucou. Il revient à plusieurs reprises, d'ailleurs. Le coucou, c'est très intéressant parce que on est à la convergence entre une tradition littéraire où le coucou a une signification bien précise. Alors ça fait référence, à la mort d'un souverain antique chinois et à la tristesse associée à la mort de ce souverain, à une image complètement différente qui est l'image finalement du coucou annonciateur du printemps, qui est finalement une métaphore de l'enseignement du Bouddha lui-même. Mmh. Donc là, on est au carrefour finalement de deux cultures, et c'est assez intéressant. On pourrait se dire aussi, le coucou, c'est peut-être, en tant qu'expression de tristesse et de mélancolie, le ressenti d'un ascète qui doit, d'une certaine manière, renoncer à son ego, et donc reconstruire, ou déconstruire, ou douter de la réalité telle qu'il l'aperçoit. Le printemps est avancé, et dans l'ancien monastère, tout est désert et inoccupé. Le vent apaisé, les fleurs immobiles tombent et recouvrent les marches. Vraiment aimable, dans le jour finissant, les nuages qui s'éclaircissent, dans la montagne au sommet découpé, de temps à autre, chante le coucou. Vous allez dire, j'insiste sur le coucou, mais c'est à la fois très musical, très acoustique, mais bon, c'est parce que vous le traduisez comme ça aussi. Est-ce qu'il y a des termes sur lesquels vous avez buté et que vous ne compreniez pas tout de suite, ou vous ne saviez pas tout de suite comment les traduire? Il y a beaucoup de termes très symboliques qui sont pas faciles d'accès immédiatement. La femme de pierre, l'arbre en fer, la flèche en corne de lapin, ce genre de choses. C'est pas immédiatement compréhensible. Oui. Voilà, mais c'est pas forcément ces images les plus saisissantes qui sont les plus difficiles à décoder. On est on reprend finalement les grands mouvements de la poésie classique, à savoir on dresse un décor, et finalement où le jeu, ou l'ego, ou le moi, qui n'apparaît pas linguistiquement dans le poème, où est-ce qu'il se situe dans cet ensemble-là? Et c'est ça qui est assez intéressant. On a rarement des poèmes avec un je, avec le je pronom personnel, voilà, mais il est présent d'une certaine manière. C'est cette subjectivité, c'est ce rapport entre construction de la réalité et expression de la subjectivité. Et souvent, la description d'un décor, c'est finalement le reflet d'une subjectivité qui est en train de s'exprimer. Et ce qui est beau, c'est quand cette subjectivité, elle est doute fondamental sur la réalité construite à partir de l'ego. Ça, Alors, ce qui est très étonnant dans la poésie justement de cette tradition, c'est qu'on est dans une tradition qui refuse l'usage du langage ordinaire, qui considère que dès qu'on atteint certaines réalités, elles sont informulables par les mots, mais qui admet une voie d'expression privilégiée à travers la poésie.
Et c'est ça, c'est assez étonnant. C'est-à-dire, voilà, on a un statut privilégié de la poésie pour exprimer des choses spirituelles, même, je dirais, des expressions de réalisation spirituelle. Dans cette tradition, vous avez certains poèmes qui sont des poèmes qu'on appelle les poèmes d'éveil, et qui sont des poèmes qui sont écrits à un moment précis, mais déterminant de l'itinéraire religieux, à savoir le moment alors, ce qu'on pourrait appeler l'illumination ou l'éveil, et qui est à la fois une matière linguistique qui peut faire l'objet d'une attestation, c'est-à-dire mise par l'écrit de cette expérience, qui peut ensuite être attestée par d'autres maîtres comme étant authentique. Là, on touche à des choses très fines et assez paradoxales. Est-ce que vous avez des questions ? Vous pouvez les formuler en français. Hein, je sais pas. Non ? Oui ? Vous entendez ? En fait, si je comprends bien, c'est qu'est-ce qui nous a amené en fait à travailler sur ces sujets, c'est ça un peu, ou qu'est-ce que oui. Non, mais c'est alors comment répondre sans. Si tu veux, je peux répondre. Oui, hein, vas-y, si commence. C'est pas quelque chose de calculé. Ce sont des rencontres avec des gens, des Coréens, qui suscitent l'intérêt pour ce pays. Moi, personnellement, c'est à travers des rencontres que j'ai été amené à m'intéresser à la Corée. Sans rentrer dans les détails. Bon, alors moi aussi, c'est très simplement. Bon, moi, je suis un peu comme Obélix. Je suis tombée dedans puisque je suis moitié coréenne. Je suis née en Corée. J'ai passé mon enfance en Corée. Donc voilà, ça explique déjà partiellement. Et aussi, finalement, puisque on est au Festival des langues classiques, il se trouve que j'ai aussi fait pas mal de latin, de grec pendant mon collège, mon lycée. Et j'ai voulu toujours faire la même chose, mais sur la Corée. Et c'est comme ça que je suis passée par le chinois classique. Donc c'est l'histoire personnelle, moi, dans mon cas, qui c'est un goût en fait qui était déjà là pour le classicisme en fait, d'une langue, d'une culture, mais légèrement décentré, parce que on dit la Chine décentre par rapport à notre conception du classicisme, etc. Mais là c'est une double décentrement, puisque c'est même pas la Chine, c'est le truc à côté. Donc l'intérêt, il est un peu je dirais pas militant, mais il y a quand même la volonté de faire connaître. Enfin, moi, je veux me connaître déjà, égoïstement, mais ouais, de passer des messages. Et c'est ça, le moteur. Monsieur ? Alors, dans le livre sur les poètes Son, en fait, certains des poètes ont vécu au XXe siècle. Il n'y a pas que des poètes du Moyen-Âge. Et ceci m'amène à poser une question à tiroir. D'abord, dans l'état actuel des choses, vis-à-vis des différentes sectes chrétiennes et aussi des églises chrétiennes, comment ont évolué le confucianisme et le bouddhisme, Son et autres. Et deuxièmement, en Corée du Nord, est-ce qu'on voit quelque part des traces de bouddhisme et de confucianisme? La constitution nord-coréenne reconnaît l'existence des religions et considère que, si je cite un des grands leaders
fils de Kim Il-sung, Kim Jong-il, il dit « Dans la religion, il n'y a pas que des mots, il y a aussi des bons côtés. » Alors, ce qui existe en Corée du Nord, même si c'est pas très visible dans l'espace public, ce sont des associations religieuses. Mais il n'y a pas de statut on va dire, d'ecclésiastique ou de spécialiste ou de professionnel de la religion. Vous ne pouvez pas être professionnel de la religion en Corée du Nord, à ma connaissance. Donc, il y a je dirais, par exemple, le bouddhisme, vous avez des départements d'études bouddhiques à l'université Kim Il-sung à Pyongyang. Bon, c'est une approche très, je pense, un peu philosophique. Moi, j'ai pas rencontré de spécialistes d'études bouddhiques en Corée du Nord, mais voilà, c'est pas un domaine d'études vraiment qui semble les intéresser ou qui, voilà. Sinon, le bouddhisme coréen, d'une manière générale, est plutôt, enfin, comment dire, la démographie coréenne c'est une société qui est structurellement vieillissante, et ce phénomène de vieillissement c'est en train de s'accélérer. Donc quand vous avez du fait aussi de des politiques natalistes d'après-guerre, quand vous avez une démographie qui chute, eh bien vous avez, comment dire, mécaniquement une réduction des populations religieuses. Et donc, dans le cas du bouddhisme, comme on a ces pratiques monastiques en particulier, eh bien, depuis 20 ans, on assiste à une chute du nombre des religieux. Donc sentiment sans doute de crise au sein des cercles religieux monastiques, en tout cas. Voilà, donc il y a un sentiment de crise, une volonté de s'adapter ou de répondre aux questions de la société. Alors, je ne sais pas, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en tout cas, pour le bouddhisme, c'est ça qu'on peut dire, au minimum. Oui, enfin, je pense que dans le cas coréen, c'est très rare qu'on pense le confucianisme comme une religion. C'est-à-dire que si vous demandez à des Sud-Coréens de quelle religion ils sont, quasiment personne ne va vous répondre confucianisme, etc. Il n'y a pas d'église. Bon. Donc il y a des associations, mais c'est au sud. Et peut-être quelque chose dont vous n'êtes pas très conscient, c'est que la Corée du Sud est un pays qui, sur le plan religieux, est complexe, mais s'il y a une dominante, une dénomination la plus importante, c'est le christianisme et le protestantisme d'obédience américaine. Finalement, ça, on le voit pas, on le perçoit pas, on se dit tiens, c'est un pays d'Asie, donc c'est le bouddhisme, c'est le confucianisme, etc. Mais en fait, pas du tout. C'est un pays chrétien et avec des références chrétiennes. Et encore une fois, c'est très important, le protestantisme version américaine. Et ça a des effets. Et chez les jeunes générations, parce que ce matin, j'assistais au panel sur les récupérations des modèles classiques. Donc, il y avait des voitures sud-coréennes avec des noms latins ou des références. Et je pense que les Sud-Coréens aujourd'hui en savent davantage sur peut-être la mythologie grecque, un peu supposément universellement connue, que l'histoire, les personnages importants du confucianisme. Ça, c'est très net, parce que c'est pas enseigné, c'est pas. Donc le confucianisme, c'est une espèce de vague répertoire de tout ce qui est le passé. Donc le passé, on peut le voir positivement ou négativement, mais pendant longtemps, bouddhisme et confucianisme étaient mis dans le même paquet de le truc des vieux. Et avec un regard un peu ambivalent, c'est ce que font mes grands-parents, ou enfin c'est ça le confucianisme ou le bouddhisme. Mais aujourd'hui, il y a une sorte de retour en faveur du bouddhisme qui devient trendy. Donc c'est très très récent, post-Covid, où les jeunes Coréens un peu s'emparent du bouddhisme et du bouddhisme coréen comme quelque chose d'agréable, d'intéressant, de quelque chose à mettre en valeur. Et par ailleurs,
c'est juste pour finir sur une note positive, le confucianisme, il est là aussi, mais dans quelque chose de très très fin et subtil. C'est notamment dans les séries historiques et pas simplement les séries anciennes. Quand vous regardez les séries sur Netflix, enfin le grand succès, les grands succès, moi je suis complètement ravie et fascinée. C'est que toute la rhétorique et le jeu des personnages, c'est du confucianisme. C'est de la propagande confucéenne avec un aspect feel good. C'est pour ça qu'on parle du soft power sud-coréen qui est un sweet power, contrairement à d'autres types. C'est les relations humaines et l'espèce de lien communautaire. Les individus se transforment, etc. Et pour moi, c'est du confucianisme mis en série, quoi. Enfin, donc c'est un peu subtil, mais je pense que même chez les jeunes, c'est quelque chose qui doit travailler ou en tout cas être là de manière non dite ou non implicite. Il vous reste à écrire un scénario alors de téléfilm. Hein. Non. Comme ça, on aura des. Non, mais vous avez bien compris. Je dis ça pour vous inciter à lire le livre. Pour comprendre les séries coréennes, lisez mon livre. Une dernière question. Oui, madame. Alors là, je vais être un peu brutale, mais parce que je suis très simpliste pour vous répondre simplement. Mais la question, non, pas du tout, parce que c'est une question importante qui revient tout le temps. Mais je pense que là aussi, c'est comme ce que je disais sur le protestantisme, il y a quelque chose d'important, c'est que la société sud-coréenne est ultra-libérale et capitaliste. Et moi, je pense que c'est dans l'histoire de la Corée du Sud depuis les années 50 à aujourd'hui qu'il faut trouver les explications, plus que dans un héritage supposé du 19e, 18e. Oui, il y a un prestige du doctorat. D'ailleurs, les Sud-Coréens adorent. Ils sont surdiplômés, surtout les filles. Et ça dit quelque chose aussi sur le rapport de savoir-genre, etc. Ils veulent être docteurs. Tout le monde veut être docteur. Même si c'est juste pour faire un bon mariage, hein, mais c'est ce que je veux dire par là, c'est que voilà, plutôt que je pense que c'est plus pertinent de chercher dans l'histoire économique et la compétition à outrance de la société. Enfin, c'est une société extrêmement dure, et on est un peu loin du confucianisme, voire très loin. Bien, il va être temps d'aller écouter le coucou pour méditer. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce débat. Merci. Et vous pouvez retrouver donc les livres des auteurs à la librairie. Merci encore.